Je vais passer la parole maintenant à notre deuxième intervenant, ou plutôt notre deuxième intervenante, qui est la seule femme parmi les 5 intervenants. Comment je vais l'introduire? Alors, elle, c'est notre chaîne parlementaire qu'on n'a pas. C'est notre œil sur tout ce qui se passe dans l'Assemblée constituante auparavant et aujourd'hui dans le Parlement. Donc, je vais lui donner la parole tout de suite. Je pense que vous l'avez tous connue. J'appelle Amira Yahyaoui à se présenter sur scène. Alors, il y a 5 années, j'étais dans cette salle, ici, pour manifester contre la présence du ministre des Télécoms. C'était après le Nahar al-Ammar, où il était invité pour raconter à quel point le régime de Ben Ali avait fait beaucoup pour la technologie et pour Internet. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être de ce côté-là aujourd'hui. Je n'ai pas fait les grandes écoles, donc je cumule la conférence de l'année dernière et celle de cette année. Mais je serais trop arrogante de vous dire que j'ai fait un choix difficile qui était de rentrer en Tunisie. J'ai toujours détesté vivre ici. Pour moi, la France symbolisait tout ce que je ne voulais pas. Je n'ai pas aimé mes études ici, je n'ai pas aimé ma vie ici. Et je n'ai jamais aimé le français dans nous, Tunisiens, à part la langue et la culture. Mais j'étais en France sans papier. Pendant plusieurs années, j'ai dû avoir de faux papiers pour passer mes examens. J'ai eu de gros problèmes pour pouvoir continuer mes études ici. Et j'ai été, pendant la Révolution, à l'époque, sans papier français, sans papier tunisien, ici. Et bien évidemment, à l'époque, pour ceux qui se rappellent, j'étais assez active dans le domaine de anti-censure, de la liberté d'expression, mais surtout l'anti-censure du net. Et quand j'étais là, je n'ai jamais été considérée comme étant une bonne citoyenne tunisienne comme ceux qui avaient fait les grandes écoles, en fait. J'étais ceux qu'on ne voulait pas, ceux qui avaient reçu l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, ceux qu'on ne voulait pas laisser s'inscrire aux écoles. Bref, les tfash, comment dire, les non-intéressants des Arabes qui étaient en France. Et donc, pendant la Révolution, je n'ai pas eu la chance, malheureusement, d'être en Tunisie pour être à l'avenir Bourguiba, de pouvoir raconter cette histoire de l'avenir Bourguiba. Je l'avais au téléphone. Mais j'étais le 7 janvier devant le Quai d'Orsay quand notre traître de ministre des Affaires étrangères de l'époque était venu avoir le savoir-faire français, si vous vous rappelez, de Michel Alliot-Marie. Et donc, j'avais organisé une manifestation dans laquelle 50 000 personnes ont dit qu'ils allaient venir. Finalement, on s'est trouvé, je crois, 8 ou 9 devant le Quai d'Orsay, avec je ne sais pas combien de centaines de policiers et des bus entiers pour nous arrêter, tellement on était des méchants destructeurs. Et donc, je n'ai pas été arrêtée en Tunisie pendant la Révolution, mais j'étais arrêtée ici, en France, à Paris. J'ai passé la nuit au poste pour avoir fait la bêtise d'organiser une manifestation devant le Quai d'Orsay. Bref, les temps ont changé. Le 14 janvier, j'étais à la télé quand Ben Ali est parti. Et je me rappelle avoir eu une peur atroce parce que voir Khalil, Baza et tous ces gens prendre le pouvoir n'était pas une bonne nouvelle. Au contraire, je me disais, oh là là, ils vont rester. Ils vont la coller le problème dans la personne. Ils vont dire, voilà, la personne, elle est partie, on est bon et nous, on reste. Et donc, j'étais un peu terrorisée
Mais il s'est passé un truc qui est incroyable. C'est que j'ai pas pu rentrer en Tunisie pendant 5 ans. Et tous les 3 mois, j'allais au consulat de Tunisie, rue Lubec, pour demander mon passeport. Et tous les 3 mois, on me disait tu fermes ta gueule, ton père ferme sa gueule, ton cousin ferme sa gueule, et peut-être on te donnera ton passeport. Et je faisais ça tous les 3 mois, au point où on est devenus amis, en fait. Et donc, le 14 janvier, j'ai vécu cette terreur de voir un bazar à la télé, Khalel surtout, hein. Mais j'ai vécu une chose où je me suis dit quelque chose s'est passé dans ce pays. Parce qu'il y a un pauvre monsieur qui est rien du tout dans le consulat de Tunisie de Paris, qui m'a appelé en me disant « Aïch Benti, jibzou tsaour ». Ma fille ramène de photos. Et vient. Prends 2 photos, j'y vais. Il avait un passeport qui était mal imprimé, il lui manquait une feuille, qui traînait dans le tiroir du truc depuis septembre de l'année d'avant, donc de 2010. Et il me dit, je te le fais, tu pars. Donc j'ai pris le premier vol vers Tunis. Arrivé à Tunis, le grand retour, je n'ai pas vu la Tunisie depuis des années. En fait, j'ai rien senti. J'étais pas... En fait, je suis arrivée snobinarde, parisienne snobinarde, en disant qu'est-ce que c'est dégueulasse. C'était première réaction, mais qu'est-ce que c'est sale, c'est pas possible. Et puis deuxième réaction, mais qu'est-ce que c'est petit. Troisième réaction, en fait, la bouffe de ma mère n'est pas si top que ça. Etc. Ça m'a pas impressionnée. Je vais pas vous vendre le rêve de waouh, vous savez, là-bas c'est magnifique. Non. C'est très dur quand on rentre d'ici après quelques années. Très, très dur. Puis du coup, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ça fait 5 ans que je rêve de rentrer au pays. J'ai raté mon retour. Donc, au bout de 6 ou 7 jours, je reprends un vol. Je vais à Paris. Je reste 2 jours à Paris. Je retourne à Tunis. Et là, je fais, allez, je vais la sentir, la Tunisie. Ça va, je vais être contente. Je vais être émue. Rien. Encore, rien. J'ai fait ça 5 fois, pour chaque année. Je suis allée, je suis revenue, rien, vraiment. Limite, en fait, je me disais, mon Dieu, mais 5 années à me casser la tête pour ce truc, c'est pas possible, quoi. C'est pas super beau, c'est pas ce qu'on nous raconte, c'est pas ce qu'on raconte aux touristes, quoi. C'est entre nous. Moi, j'habitais en face du marché central, ça puait, il y avait du namous, j'en pouvais plus, ça sentait la poubelle et le zitoun. Bref, c'est la Tunisie qu'on aime, la vraie. Après, grande question, élection, machin, bon, je vais aller très vite. Et là, on a voté. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce jour, parce que c'est le jour où j'ai compris qu'en fait, je suis retournée à mon pays. Parce que le pays, ce n'est pas juste une terre. C'est une appropriation d'une chose qui va au-delà de la terre. Le jour où j'ai voté, j'étais incapable de voter, j'étais tellement émue que j'arrivais pas à plier la feuille. Et j'étais tellement en train de pleurer que j'ai fait pleurer toute l'ISI. Et personne n'arrivait à m'ouvrir le box pour mettre ma feuille. Moi, j'étais comme ça avec ma feuille. Horrible. Je suis sûre que mon bulletin a été annulé parce que j'ai dû voter pour 5 personnes. Bref, n'importe quoi. J'étais tellement émue, je ne croyais pas mes yeux. Je ne pensais pas qu'on en était capable. Mais en fait, on en était capable. On l'a fait. Et là, le retour après ce vote, parce que j'ai voté à Paris, là, j'ai senti qu'en fait, comment dire, c'est comme quand vous avez une maison familiale et vous vous rappelez de cette maison familiale comme étant cet endroit magnifique où vous étiez quand vous étiez petit. Puis vous quittez cette maison familiale et vous revenez 20 ans plus tard. Vous vous dites, pas exactement comme dans mes souvenirs, elle est vieille, elle est petite, elle est sale. Mais en fait, vous adorez cette maison familiale, parce que c'est la Pâques, vous avez tout. Et surtout, c'est que vous, contrairement à d'autres, vous êtes capable de rendre cette maison familiale très belle. Parce que vous allez faire des travaux, vous avez des idées, vous allez prendre
soin des arbres, etc. C'est ça que j'ai vécu. Donc, quand je suis rentrée en Tunisie, j'avais étudié des maths en France parce que mon père m'a dit tout ce que tu peux étudier, tu peux l'étudier dans les livres, sauf les maths, il te faut un prof. Alors, j'ai fait des maths. Mais quand j'ai étudié des maths, c'était une passion, j'étais bonne en maths, ça ne me prenait pas beaucoup d'étudier des maths, donc c'était plutôt pas mal, ça me donnait beaucoup de temps libre pour faire autre chose, qui était plus la politique, en fait, dans son sens noble, et l'intérêt envers la Tunisie, etc. Et donc, quand je suis rentrée en me disant, en ayant eu 2 offres d'emploi, pour 2 des plus grandes ONG internationales des droits de l'homme, connues. Je ne vais pas les donner. Bon. Et ces 2 offres, c'était un très bon salaire. J'avais un statut d'expat dans mon pays, donc c'est vraiment la classe internationale. Et surtout, c'était des ONG que je respectais tellement que quand j'étais ici en France sans papier, je candidatais pour être femme de ménage chez eux, en fait. Donc, je ne m'attendais pas du tout qu'on me demande d'ouvrir le bureau de Tunis, le bureau de ce... Et en fait, ils l'ont fait. Et quand j'ai reçu les offres, je me suis dit, si eux pensent que je suis capable de faire ça, c'est que je peux le faire toute seule. Merci pour l'idée. Et du coup, je suis rentrée pleine d'arrogance en me disant, je vais créer la plus grande ONG tunisienne, arabe intergalactique tunisienne, 100% tunisienne, dans laquelle on pourra réellement en être fier comme si c'était une autre organisation internationale. Qu'elle aura le même niveau de sérieux, de professionnalisme, d'impact, mais elle sera tunisienne. Et donc, j'avais cherché un nom. Je voulais l'appeler l'Astrolabe. Et en racontant aux gens que je voulais l'appeler l'Astrolabe, ils m'ont dit pourquoi tu aimes les chevaux. Et en fait, ils confondaient Astrolabe ou Estable. Étable. Donc, je me suis dit, bon, Astrolabe, ça ne marche pas. Boussole. Boussole, ça va? Ça vous dit Bausla. C'est bon? Donc, je l'ai appelé Boussole. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'étais à Paris, j'ai fait une énorme... en fait, on était dans un bar, on était plein, on était 20 personnes pour leur raconter que je partais. Et on s'est bien foutu de ma gueule en disant, oui, t'es mignonne, tu vas partir 3 mois, tu vas revenir. Mais pire que ça, c'est que je disais à tous ces amis que, et si vous partiez avec moi et qu'on lançait ce projet? 100% de ces amis ont dit non. Non, allez, pas 100%. Une seule personne a dit oui. Il s'appelle Qais Miled, très peu de gens connaissent. Mais Qais est designer. Il a une boîte de design en Tunisie. Et il ne connaît rien à la politique. Il m'a dit, écoute, moi, je crois que ce que tu fais est plutôt pas mal en termes de droits de l'homme. Tu as l'air d'aimer le pays. Donc, ton truc, je ne comprends pas trop ce que tu veux faire, mais je peux te le designer si tu veux. Mais il me faut quelqu'un pour me dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, OK, bingo, on y va. Et on a créé Marset, qui est devenu plus tard, en fait, Al-Bawsala. Marset, qui est le site de l'Observatoire de l'Assemblée constituante. Et en allant là-bas, j'avais fait... pour pas faire... nous, on ne fait pas corporate quand on fait des ONG, mais moi, j'ai vraiment voulu que Al-Bawsala fonctionne comme une société, en fait. Mais on avait fait donc un sorte de business plan pour dire que sera Al-Bawsala dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et dans 1 an, on se disait... je me disais, je vais avoir 3 personnes à plein temps, un bureau, et on va faire ceci, cela. Dans 3 ans, on va avoir 8 personnes à plein temps, etc., etc. J'ai montré ça à quelques amis, dont un d'eux m'a suivi, qui était ici, qui a quitté, pareil, il était consultant, et Selim Kharat. Et d'autres amis qui m'ont dit, bon, Amira, franchement, au bout de 3 ans, si tu arrives à te payer toi-même, ça, tu peux en être fier, arrête de délirer, etc. Aujourd'hui, Al-Bawsala fait travailler 22 personnes à plein temps, un peu moins de 3 ans.
On a eu 36 personnes en tout depuis le début de l'ONG. Mais plus que ça, c'est qu'on s'est dit, allez, on délire comme on veut. Et donc, on a mis une règle dans cette organisation, c'est qu'on ne recrute pas au-dessus de 30 ans sur le papier. Et en fait, en interne, on ne recrute pas au jour de recrutement au-dessus de 27 ans. Et donc, mettre ce qu'on appelle les frouh, les gamins de 21 et 22 ans devant les députés lors de l'Assemblée constituante, a été pris par tout le monde comme étant un délire absolu. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le travail d'Al-Bawsala, on se dit beaucoup de choses, mais on ne se dit pas que c'est un travail de frouh. On se dit plutôt que c'est un travail très sérieux et très professionnel. Malheureusement ou heureusement, la majorité de mes collègues ont étudié à l'étranger et sont rentrés. C'est malheureusement parce qu'il est vraiment hyper difficile pour nous de recruter en Tunisie vu le niveau de l'éducation qui est une catastrophe absolue. Absolue. Nous recevons des CV, je peux faire un talk sur les CV. Et je pense que c'est une des choses qu'on doit vraiment voir en Tunisie. Nous recevons des CV avec des filles très jolies qui nous envoient 12 photos. Un CV avec des fleurs, des cœurs. Ou qui envoient, en fait, les photos sont tellement haute résolution qu'ils envoient 12 mails avec des photos chacune de 4 mégas. Nous recevons des CV où, en fait, on nous dit حقنا في التشغيل. Donc, on a le droit de travailler. Donc, vous êtes obligés de nous recruter. Oui, pourquoi? Expliquez. Nous recevons des CV de personnes qui, quand on les appelle pour dire « Venez, on va faire un premier entretien », ils nous disent « Non, mais répondez direct sur le CV. On ne va pas venir faire un entretien, quand même. Quelle humiliation !» Il y en a un, une fois, il m'a répondu, il m'a dit « Quoi, tu crois que tu es le ministère ?» Je dis « Non, je ne suis pas le ministère. » Donc, voilà, c'est très dur parce que je pense que la majorité d'entre vous, quand vous allez rentrer, vous n'allez pas rentrer dans une boîte, vous allez créer quelque chose. C'est souvent le cas des Tunisiens ayant étudié à l'étranger, plutôt successful et tout. C'est qu'il est très, très difficile de recruter. Deuxième chose, c'est qu'on s'habitue à un certain luxe de vie qu'on n'a pas là-bas. Un exemple, la santé. Il y a une semaine, je suis allée pour des soucis de santé pour la 10e fois dans le même labo. Et en sortant, j'ai dit à mon mari, je lui ai dit, je sais pas, c'est la 10e fois que je viens à ce labo, j'ai jamais guéri après ce labo. c'est jamais, j'ai toujours resté malade. En termes de culture, c'est très compliqué pour ceux qui aiment la musique. Bon, il y a une limite d'upstep au bout d'un moment. On a envie d'écouter autre chose. Ceux qui aiment le cinéma, il y a une limite aux scènes du hammam. C'est bon, tous les films ont une scène de hammam, on est très contents, mais il y a une limite, ça suffit, quoi. On aimerait bien voir autre chose. Pour ceux qui veulent regarder la télé, il y a une limite aux mêmes têtes politiques qui parlent toujours. Pour ceux qui aiment la bouffe tunisienne, croyez-moi, même moi, j'ai commencé à détester l'amloukhia, c'est vous dire. C'est vraiment la hajja mloukhia, koski, c'est bon, quoi. Donc, ce n'est pas vrai que c'est waouh, vous allez rentrer, ça va être la fête, vous allez avoir une Maserati avec une maison vue mer et tout ça. Non, c'est ça. Ça, c'est pas la réalité. Aujourd'hui, dans certains quartiers de la Marsa, il y a des maisons où il y a littéralement des énormes poubelles derrière un chapati, donc ta maison sans le chapati, qui sont vendues à des millions d'euros. Oui, place des Vosges. Pareil. Il y a... vous voulez acheter des chaussures? Moi, j'adore les chaussures. Ça coûte plus cher qu'ici. Ça coûte le double, en fait. C'est très compliqué de rentrer en Tunisie. C'est pas facile. Et c'est vrai, on va tout souvent vous dire, surtout pour ceux qui n'ont pas pris la nationalité française, que finalement, au moins... d'abord nationalité avant de rentrer, au cas où ça merde, tu pourras partir. Surtout, laisse pas tomber ta carte de séjour. Hein.
Ou au moins ramène avec toi une femme ou un mari français au cas où. Pas sûr pour la nationalité. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui est incroyable, c'est que... et c'est une phrase que j'ai entendue il y a très longtemps, qu'a dit Mokhtar Latiri. Ici, je pense qu'il est un dieu adulé à la Tuge. Mokhtar Latiri, dans une conférence, je crois qu'il était au début de la Tuge, avait dit que pour ceux, vous pouvez vous estimer toute votre vie comme étant citoyen du monde, pour ceux qui ont étudié les grandes écoles. Et vous pouvez être très fier d'être un citoyen du monde. Mais celui qui a réussi, quelle que soit sa réussite, si sa réussite n'a pas impacté son pays, alors il ne peut être fier que d'un énorme échec. Et ça, c'est une réalité. Finalement, ça serait de la malhonnêteté intellectuelle envers vous de vous dire, en vous racontant notre retour, et mon retour en tout cas en Tunisie, que ça va être la fête. Ça ne va pas être la fête du tout. En plus, vous allez avoir vos parents tout le temps en train de vous appeler. Donc, raconte pas samedi soir, bien. Donc, vous allez avoir plein de tout ça. Mais je pense, et beaucoup d'entre vous, je suis sûre, ont des CV incroyables et des réussites incroyables. Vous avez un futur incroyable devant vous. Vous allez... Je pense que le sentiment de réussite et de accomplishment qu'on peut avoir dans son pays, en Tunisie, ou ailleurs pour ceux qui sont dans notre pays, quand on impacte son pays, n'a rien à voir avec n'importe quel autre succès ou avancement dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir ici. C'est pour vous dire, ça va être très difficile, vous allez vous faire chier, mais ça vaut le coup. Merci.